Alors merci beaucoup de m'accueillir ainsi. En effet, il y avait eu une conférence à peu près au même moment l'année dernière sur le libéralisme. Et à l'issue de la conférence, un certain nombre d'entre vous m'avaient demandé quel était le lien entre le libéralisme et le néolibéralisme. Et c'est vrai que c'est une question qui n'avait pas du tout été abordée l'année dernière. Donc c'est l'occasion d'essayer de présenter de manière assez succincte ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui est un concept extrêmement trouble et obscur. Et pour pas que ce soit simplement un exposé sur le néolibéralisme, j'avais en effet demandé à Pierre-Yves Rougeron si on pouvait faire le lien avec le mondialisme, mais dans les deux sens, c'est-à-dire en se demandant si, en étudiant le corpus néolibéral, on pouvait en déduire une théorie mondialiste, et si en partant du mondialisme tel qu'il se présente aujourd'hui dans les faits, on pouvait y voir une expression d'un des courants du néolibéralisme. En fait, le titre entier de la conférence, c'est « Le néolibéralisme est-il un mondialisme ?» et le mondialisme, c'est-à-dire celui tel qu'il existe, est-il un néolibéralisme? C'est-à-dire, illustre-t-il une des formes possibles que le néolibéralisme peut prendre? Alors, comme on va parler de certains auteurs qui peut-être ne sont pas très connus, mais qui sont pourtant les fondements du néolibéralisme. D'une part, j'ai fait une liste des auteurs pour les présenter succinctement. Alors, il y en a qui sont assez connus, au moins de nom, comme Hayek et Friedman. D'autres sont un peu moins connus. Je pense que Röpke, Rustov, voire Ludwig von Mises ne sont pas des noms extraordinairement familiers. Et donc, je vous ai indiqué à chaque fois à quelle école ils appartenaient, quelles étaient leurs dates, leurs œuvres fondamentales. Et puis, vous voyez également que j'ai mis quelques personnages historiques fondamentaux, parce qu'en fait, le mondialisme, que je vais ramener pour des besoins de méthode, en fait, à des organisations internationales, est mis en place par des gens concrets, qui ont des idées, et puis surtout qui ont des réseaux, et puis des profils institutionnels précis. Donc, c'est à la fin des noms, mais quelqu'un comme Mary Dexter White, par exemple, est un personnage fondamental pour comprendre les accords de Bretton Woods. Et donc, il faut comprendre qui est White pour comprendre la conférence. Donc voilà le cadre général. Et je voudrais par ailleurs mentionner un fait qui m'a toujours intrigué, c'est que parfois, même dans les milieux intellectuels, quand on entend parler du néolibéralisme, parfois on a l'impression que c'est une idée en soi ou que c'est une réalité en soi, comme s'il n'y avait pas d'œuvre derrière, comme s'il n'y avait pas un corpus intellectuels, d'auteurs assez différents les uns des autres. Et donc le but, c'est de faire comprendre que le néolibéralisme, ce n'est pas une idée unifiée, parfaitement cohérente, c'est plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui volontiers une nébuleuse entre différents auteurs, de différents pays, avec des objectifs somme toute assez différents, et avec un élément qui est en fait assez national dans cette affaire-là, qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que les Allemands, quand vous regardez l'histoire intellectuelle allemande, n'ont pas de tradition libérale. Le libéralisme, c'est une tradition française, écossaise, anglaise, disons britannique pour aller vite, mais les Allemands, quand vous regardez bien, sont extraordinairement minoritaires dans les aspects libéraux. Et au XXe siècle, bizarrement, va apparaître une école de pensée spécifiquement allemande, qu'on appelle l'ordolibéralisme, qui n'est pas exactement la même chose que le néolibéralisme, même s'il y a des points de jonction. Mais le but, c'est de bien faire comprendre que le néolibéralisme, c'est quelque chose qui coordonne différentes pensées, y compris des pensées allemandes qui pourtant n'ont aucune tradition libérale. Il faut jamais oublier ça. Il n'y a pas de grande tradition libérale allemande. Alors, une fois que tout cela est posé, ce que je propose, évidemment, c'est de définir un certain nombre de notions. Et je vais m'appuyer pour les premières notions sur un auteur américain qui est Manfred Steger, dont j'ai mis un extrait dans le premier texte. Et je vais donc distinguer, dans un premier temps, la mondialisation du mondialisme. La mondialisation, c'est un fait. C'est un fait empirique qui a lieu, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, mais enfin, c'est un fait qui est constitué par des interconnexions, des interdépendances à l'échelle mondiale, et ces interconnexions sont essentiellement de nature économique et commerciale. C'est ce qu'on appellerait, pour parler comme Philippe Forget, au fond, un cadre réticulaire, donc un réseau à l'échelle du monde. Le mondialisme, c'est un peu différent. Ce sont deux choses de plus que la mondialisation. D'abord, sur le plan théorique, c'est une construction idéologique. C'est-à-dire, c'est une vision des choses qui tend à présenter la mondialisation comme souhaitable, qui tend à présenter un fait comme ce qui doit être. C'est pas simplement une description d'un fait, c'est le fait présenté comme étant souhaitable. Donc, si vous voulez, c'est une interprétation positive d'un fait. Et puis, par ailleurs, et c'est surtout là-dessus que je m'arrêterai, comme le mondialisme vise à organiser la mondialisation,
Le mondialisme, c'est la mise en place d'organisations mondiales visant à accentuer la mondialisation. Et j'insiste vraiment sur ce mot d'organisation qui est central. Le cœur du mondialisme, c'est la mise en place d'organisations, c'est-à-dire de cadres intentionnels. Pas simplement d'un cadre arbitral. La différence, on la verra, est cruciale. Pas simplement pas simplement un cadre arbitral, mais un cadre intentionnel pour que la mondialisation s'accentue et aille dans une certaine direction. Par ailleurs, dans le titre de la conférence, j'insiste sur le fait que la question numéro 2, c'est « Le mondialisme est-il un néolibéralisme ?» Le un néolibéralisme signifie, comme je le signifiais tout à l'heure, qu'il y a plusieurs néolibéralismes et qu'en fait, il est très probable, pour anticiper sur la conclusion, que le mondialisme n'ait rien à voir avec un certain néolibéralisme, mais qu'il ait des points de contact avec un autre type de néolibéralisme. C'est pour ça que je dis, est-il un néolibéralisme et non pas est-il l'illustration du néolibéralisme. Et le but de la conférence, c'est vraiment de vous faire sentir à quel point le néolibéralisme renvoie à des courants presque contradictoires entre eux. Alors, par rapport à l'état de l'art, pour vous donner quelques noms pour se repérer dans cette situation complexe, en France, le travail de référence, je pense, sur la question, c'est celui de Serge Audier. Alors, Serge Audier a écrit en particulier une immense introduction au colloque Lippmann. Alors le colloque Lippmann, je vais beaucoup en parler, c'est un colloque qui a eu lieu en France en 1938, qui a réuni tout ce que l'Europe et les États-Unis contenaient, disons, d'auteurs qu'on appellera par la suite néolibéraux. Et Audier a fait une introduction de 400 pages au verbatim, si je puis dire, de ce colloque Lippmann. C'est un travail extraordinaire, il est allé dans les archives de chacun des participants, et je pense que c'est un travail dont on ne peut plus se passer. Philippe Mirowski aux États-Unis a fait des choses excellentes du point de vue historique. Je suis moins d'accord avec son interprétation actuelle, mais d'un point de vue historique, c'est très bien. Et Thomas Bibrischer, en Allemagne, est également un auteur très recommandable. Je vous ai mis un extrait dans le texte 2, qui permet de voir un petit peu comment il interprète la question néolibérale. C'est quelqu'un qui insiste énormément sur le fait que le néolibéralisme n'est pas unifié, qu'il est hétérogène, et ses travaux historiques permettent de le démontrer amplement. Par ailleurs, autre point important, et ce sera le dernier point de l'introduction, on a au sujet du néolibéralisme une idée assez fausse. C'est-à-dire, on croit que le néolibéralisme, c'est le triomphe du marché, autonomisé par rapport au cadre institutionnel et même par rapport à l'État. Bon. Cette idée, elle est historiquement parfaitement fausse, puisqu'en fait, ce qu'on a appelé le néolibéralisme, c'est ce que je vais montrer tout à l'heure, en 1938, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, ce qu'on a appelé le néolibéralisme, c'est une réforme du libéralisme en vue de penser ce qui pouvait encadrer un marché pour ne pas le laisser à lui-même, pour ne pas laisser au marché l'autonomie. Et elle est partiellement fausse pour les formes contemporaines du néolibéralisme, qui est en fait, notamment dans la version allemande et ordolibérale, une très grande réflexion sur les nécessités pour le marché d'être encadré d'abord d'un point de vue juridique et surtout de ne pas être laissé à l'économie. C'est-à-dire de penser les conditions sociales, morales et même religieuses pour beaucoup d'auteurs qui permettent au marché de ne pas être une espèce d'entité folle qui fonctionnerait toute seule. Donc vous verrez que c'est en règle générale le contraire de ce que l'on croit très souvent. Une des questions qui se pose, c'est d'où viennent ces erreurs ? Pourquoi est-ce que le néolibéralisme est compris à l'envers ? Peut-être qu'on pourra en parler dans les questions, moi j'en parlerai pas durant la conférence, mais volontiers durant les questions. Je vous ai mis dans le texte 4 de Serge Audier une typologie de toutes les erreurs et de toutes les raisons pour lesquelles les erreurs sont commises. Je pense qu'il a vraiment fait un énorme travail de compréhension d'où viennent les incompréhensions sur ce qu'est le néolibéralisme. Et je vous ai mis, alors là c'est un petit peu caustique, mais je vous ai mis dans les appendices des textes, à partir de l'appendice 2, un exemple typique, énorme, d'une énorme erreur de Jean-Claude Michéa sur Hayek. Jean-Claude Michéa a beaucoup de vertus, mais certainement pas celle de comprendre le néolibéralisme. Et je vous ai mis la preuve, mais je pourrais en mettre 10 000, d'une énorme erreur sur le rapport de Hayek et de la tradition. Donc je vous mets le texte de Michéa, et puis je vous mets après les textes d'Hayek. Hayek dit exactement le contraire de ce que Michéa lui fait dire. Bon, donc il y a beaucoup d'auteurs qui colportent des idées parfaitement fausses sur des auteurs qui sans doute n'ont pas été lus, tout simplement.
Alors, je commence dans une première partie par essayer de comprendre ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et première remarque, le néolibéralisme, ça ne désigne pas simplement des libéraux du XXe siècle. Je vous donne un exemple très simple. Si on prend Raymond Aron ou Isaiah Berlin, qui est un très grand philosophe libéral du XXe siècle, qui est né en 1909 et qui est mort en 1997, ni Berlin ni Aron ne sont vraiment des néolibéraux. Pourtant, ils sont contemporains de gens comme Hayek, de gens comme Röpke ou comme Eucken. Bon. Donc, c'est pas une question de date. Il ne suffit pas de vivre au XXe siècle pour être un néolibéral. Pour être un néolibéral et pour comprendre surtout ce que c'est que le néolibéralisme, il faut revenir à 3 moments précis. Premier moment, je l'ai déjà abordé, c'est le moment du colloque Lippmann, 26 au 30 août 1938, qu'il a lieu à Paris. Et c'est à ce moment-là où véritablement la notion et le mot même de néolibéralisme apparaissent autour d'un auteur américain qui est Walter Lippmann, qui a publié en 1937 un livre qui s'appelle The Good Society, qui a été traduit en français par La Cité libre. Le titre français ne traduit pas exactement le titre anglais. Et en 1938, il a été donc traduit en français, et à l'occasion de cette traduction, ce colloque autour de Lippmann est organisé. Pour ceux que cela intéresse, la traduction française de Lippmann est toujours disponible aux Belles Lettres. Donc ça, c'est en 1938, quelques mois avant la Seconde Guerre mondiale. Deuxième date fondamentale, 10 avril 1947. 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, est créée la fameuse société du Mont Pèlerin, en Suisse, à Vevey, qui est une société qui gravite en gros autour d'Hayek, également autour de Röpke, mais les relations entre Röpke et Hayek sont un petit peu conflictuelles. Et la société du Mont Pèlerin existe encore. Elle a toujours une réunion annuelle. Je crois que la dernière, en 2024, s'est tenue en Inde. Et puis, troisième date, alors c'est moins une date qu'un début d'une séquence, je dirais que c'est 1974. C'est qu'un très grand nombre d'intellectuels ou d'économistes en particulier de la Société du Mont Pèlerin vont recevoir en rafale, si j'ose dire, des prix Nobel, ou l'équivalent, disons, du prix Nobel d'économie. Vous savez qu'il n'y a pas au sens strict de prix Nobel d'économie, donc c'est un abus de langage, enfin peu importe. Donc Hayek va l'obtenir en 74, Friedman en 76, Stigler en 82, Buchanan en 1986, Gary Becker en 1992, etc., etc. Bon, cette récompense institutionnelle par le prix Nobel donne une visibilité à la Société du Mont Pèlerin et montre que leurs idées commencent, disons une trentaine d'années après la création de la société, à avoir une audience. Mais moi, ce dont je souhaite vous parler, c'est pas tellement des années 70-80, c'est en fait du moment où ont été créés les grands organismes ou les grandes organisations internationales qui ont accéléré la mondialisation. Donc ce dont je vais vous parler concrètement, et c'est là où les interactions sont intéressantes à étudier, en gros, c'est des accords de Bretton Woods, c'est de la création du GATT, c'est de la création de l'OCDE, et c'est de comprendre quel est le lien entre la création de ces grandes organisations et les auteurs dits néolibéraux, que l'on peut facilement identifier, puisque, en gros, ils étaient tous au colloque Lippmann en 1938. Donc on sait qui c'est. On sait qui c'est, on sait ce qui s'est dit, et on peut parfaitement comprendre de quoi il est question. Alors, je commence par la question du colloque Lippmann, qui est sans doute le plus connu des événements que je vais évoquer. Faut comprendre le contexte. Je vais faire des va-et-vient entre l'histoire et la question conceptuelle. Le contexte, avant toute chose, évidemment, c'est la crise de 29. C'est le traumatisme de l'effondrement économique et le... Va y arriver. Merci. Désolé. Bon, coupe pas sur les... On coupera. Ah non, je ferme pas en fait. Mais quand c'était commencé un mot, je sais pas. Bon. C'est comme ça. Donc c'est le traumatisme de la crise de 29. Il faut toujours avoir en tête que à peu près tout le monde, très rapidement, incrimine le libéralisme comme étant responsable de la crise de 29. Deuxième événement, et c'est un élément du contexte, c'est qu'apparaissent à cette époque des États tyranniques. Évidemment, tout le monde pense à l'Italie, à la Russie, l'Allemagne. Et il faut comprendre intellectuellement ce qui se passe à ce moment-là. C'est qu'on constate quand même que dans ces pays-là,
Dans tous ces pays-là, il y a beaucoup d'interventionnisme et beaucoup de planification. Donc apparaît une question, est-ce qu'une tyrannie est intrinsèquement liée à la planification? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Troisième question, évidemment, on est en 38, c'est la crainte de la guerre. Tout le monde sent bien qu'une guerre est inéluctable, imminente, et donc, en fait, il faut renverser la question. Tout le monde sent bien que la paix est un phénomène précaire. Hein, c'est pas exactement la même chose. Et puis, quatrième point, sur lequel j'ai beaucoup m'attardé, c'est que entre 29 et 38 a été mis en place le New Deal. Et qu'en 1938, le New Deal, eh ben, on peut en évaluer les effets. C'est-à-dire, le New Deal, c'est pas du tout la même chose d'en parler en 33-34 quand il est mis en place, et d'en parler en 38. Et le colloque Lippmann, il est incompréhensible si on ne comprend pas ce que c'est que le New Deal et sur ce qui s'est passé économiquement. Et là, il faut le dire très clairement, le New Deal en 38, c'est un échec. C'est un échec à peu près intégral. Je m'explique. Initialement, dans l'esprit des concepteurs du New Deal, alors le terme est légèrement anachronique, mais il est important quand même, c'était ce qu'on a appelé une troisième voie. C'est un terme un peu tardif, mais on a appelé ça une troisième voie, c'est-à-dire ce n'est pas le collectivisme, mais ça n'est pas non plus, évidemment, une manière de laisser faire le marché par lui-même. Donc on intervient, c'est de l'interventionnisme, et cet interventionnisme a été conçu comme une troisième voie. Alors je vous donne quelques chiffres pour que vous compreniez comment un économiste se situe en 38, parce qu'on a un récit complètement enchanté du New Deal en France, mais complètement déconnecté de la réalité empirique. En 29, juste avant la crise, le chômage américain est à 3,2%. Il est à 24,9 en 33. Il a été contenu à 14,3% en 37, mais en 38, il est remonté à 19%. Donc en 38, aux États-Unis, le chômage est à 19%. La croissance, on a une récession de 13% en 32, donc l'année d'avant le New Deal. Dans le moment fort du New Deal, donc de 33 à 36, elle est entre 10 et 12%, mais en 37, elle retombe à 5, 38, récession à moins 3,5. On est à moins 3,5%, on est en pleine récession. Le déficit, évidemment, les mesures du New Deal le creusent de manière absolument catastrophique. Et pour vous donner un chiffre qui est assez extraordinaire, il fait passer la dette de 16% aux États-Unis en 29 à 41% en 36. C'est d'une rapidité assez considérable. Alors le problème, si vous voulez, c'est que en quelques années, les économistes vont être placés face à une situation extrêmement mouvante. Au début, ils disent c'est de la faute du libéralisme, c'est une catastrophe. Heureusement, la troisième voie, en tout cas le New Deal apparaît, ça va nous aider. Sauf qu'en 33, quand le New Deal est mis en place, des auteurs libéraux, je vous ai mis quelques noms parce qu'ils sont pas forcément très connus, c'est dans la rubrique figure de l'anti-New Deal, donc en particulier Henry Hazlitt et Howard Ellis, font dans la presse un certain nombre d'analyses et de prédictions en disant le New Deal, ça va marcher 2-3 ans, et puis au bout de 3 ans, le chômage va reprendre et exploser, le déficit ne sera plus contenu, et la récession va revenir. Donc, en 33, tout le monde était encore en train de dire c'est de la faute du libéralisme, sauf qu'en 38, tout le monde se dit oui, mais l'ennui, c'est que certains auteurs libéraux ont parfaitement prédit les effets dramatiques du New Deal. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parler de ça en 38, c'est pas la même chose qu'en parler en 34. Autre élément, c'est qu'en France aussi, à partir de 36 avec le Front populaire, a lieu un régime interventionniste. Et la France aussi, avec le Front populaire, va soulever un certain nombre d'espoirs, et la France aussi va doucher, du point de vue économique, un très grand nombre d'espoirs. Je vous donne un exemple très simple. En 36, la France est en croissance, certes faible, un peu moins de 2%. En 37, on est en récession, à moins 3,5, et elle est en récession également en 38, à peu près au même chiffre. En 38, le chômage explose, on est entre 9 et 10%, et la dette, qui était très faible en France de manière étonnante, explose, et elle prend 10 points en l'espace de 2 ans, de 36 à 38. Donc on passe de 75 à 85%. Donc en fait, un certain nombre d'économistes se disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les régimes interventionnistes font exploser en fait le chômage, en France plus rapidement encore qu'aux États-Unis, la dette, et n'arrivent pas du tout à créer de croissance. Au contraire, cela crée des récessions. Donc, pour bien comprendre tout ce qui se passe, il faut sortir du récit non indexé sur les faits
que l'on peut avoir au sujet du New Deal ou même au sujet du Front populaire. Alors maintenant, pour bien comprendre ce colloque, qui a tous ces chiffres-là en tête et qui est obsédé par ces chiffres-là, il faut comprendre qui est Walter Lippmann. Walter Lippmann, c'est un Américain, c'est un journaliste de formation américain, qui est né en 1889, qui est mort en 1974, qui est un des journalistes phares des courants socialistes américains. Il a été membre très actif du Harvard Socialist Club, qui était un lobby très influent de l'université. Il a été très proche d'un socialiste qui est Graham Wallace. Graham Wallace est assez connu pour son lien avec les Fabiens en Angleterre. Et Lippmann est lui-même assez proche de la société fabienne anglaise. Et en 1914, il fonde un journal, la New Republic, qui est typiquement un journal socialiste américain. À l'époque, c'était beaucoup moins étonnant que maintenant. Il est très connu pour différentes raisons. Il est connu pour nous aujourd'hui parce qu'il a fondé d'un côté le fameux concept de fabrique du consentement dans un livre de 1922 qui s'appelle L'opinion publique. Alors, c'est pas quelque chose qu'il considère comme souhaitable. C'est quelque chose qu'il considère comme inéluctable. C'est pas tout à fait pareil. Il ne dit pas c'est merveilleux et voici le mode d'emploi. Il dit simplement les sociétés étant ce qu'elles sont, vu la direction qu'elles ont prise, la fabrique du consentement est un élément dont on ne peut plus se passer. Le but est de s'en servir le moins mal possible. Mais c'est pas un éloge, c'est une sorte de résignation contrôlée de cette notion-là. En 1932, bien sûr, il soutient Roosevelt. Au début, il soutient le New Deal, c'est un fervent partisan du New Deal. Et puis, progressivement, vous le savez, le New Deal fonctionne par des agences gouvernementales qui se multiplient. Et il commence à se poser des questions devant la multiplication des agences gouvernementales. Il voit que ça coûte très cher, que c'est globalement inefficace et même nuisible. Et progressivement, donc, il devient assez hostile au New Deal. Et en 1935, il commence à écrire des articles dans la presse contre le New Deal. Idem, en 1937, observant de près les actions du Front populaire, qu'il considère comme rapidement catastrophiques, il écrit contre la politique économique du Front populaire. Et bien qu'étant toujours socialiste, il commence à se demander si on peut être socialiste sans soutenir le New Deal et le Front populaire. Il se tourne à ce moment-là vers les grands principes libéraux. Il commence à découvrir les grands principes libéraux et c'est à ce moment-là qu'il écrit assez rapidement ce fameux livre, La Cité libre, qui n'est donc pas tellement un livre qui fait l'éloge du libéralisme en tant que tel, mais qui, face aux problèmes interventionnistes et aux effets économiques de l'interventionnisme, se demande si quand même, pour conjurer ces effets, le libéralisme n'aurait pas raison. Et pour faire passer la pilule à ses amis, socialistes, elle entend, eh bien, il va développer un argument qui est assez habile. C'est un argument qui va consister à dire, finalement, nous, socialistes, nous avons combattu les régimes réactionnaires, nous avons combattu les États forts, nous avons combattu tous ces États qui prétendaient détenir la connaissance vraie, etc. Mais qu'est-ce que font les systèmes interventionnistes ? Eh bien, en fait, ils confèrent à l'État une puissance extraordinaire. Ils font croire que l'État dispose de savoirs extraordinaires permettant d'organiser et de régenter l'économie. Et finalement, ça restitue, sous une forme inattendue, des régimes réactionnaires. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont combattu dans les régimes réactionnaires, Lippmann dit, mais nous le retrouvons dans les régimes interventionnistes. Une puissance excessive de l'État, un savoir excessif de l'État qu'en fait il n'a pas, et une prétention de l'État à faire des choses que de toute façon il ne saurait pas faire. Alors, cela étant dit, pour que les choses soient très claires, bien que Lippmann combatte le New Deal à partir de 1935, bien qu'il combatte le Front populaire, et bien qu'il se tourne vers le libéralisme dans la Cité libre, il va rester profondément, intellectuellement parlant, un homme de gauche, plutôt socialiste, mais keynésien. Je dis bien mais keynésien. Ce qui veut dire que dans son esprit, le New Deal, c'est pas du tout la même chose que le keynésianisme. Ça n'a même rien à voir. Et on va voir qu'il a entièrement raison. Et puis 2, ça veut dire que se dessine en fait une forme étrange de troisième voie qui n'est pas du tout celle qu'on avait anticipée. Et cette troisième voie, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de socialisme libéral. C'est-à-dire des idéaux à bien des égards socialistes, égalitaires, etc. Mais voyant bien que l'interventionnisme excessif génère exactement tout ce que des socialistes ont pu combattre. Donc c'est ça le paradoxe auquel nous sommes confrontés. C'est ce que résume extraordinairement bien Catherine Audard dans le texte numéro 7
Catherine Audard donne extrêmement bien le schéma général de Lippmann et du colloque Lippmann. Alors, pour comprendre maintenant encore plus en détail ces aspects-là, il faut comprendre un point qui en France est généralement assez mal compris. C'est que le New Deal, qui encore une fois est l'arrière-plan central du colloque Lippmann, n'est pas du tout une application des principes keynésiens. Ça n'a rien à voir. D'abord et avant tout, pour des questions de date, ça n'est pas possible. En 1933, Keynes n'a pas publié ses théories économiques, elles datent de 1936, et elles sont encore totalement balbutiantes en 1933. Deuxièmement, chose fondamentale, Roosevelt et son administration ne commencent à s'intéresser à Keynes qu'à la fin 1935. Donc, l'application en 1933 avec la conception antérieure en 1932 est étrangère à Keynes, et ce qui se passe en 1933, 1934 et l'essentiel de l'année 1935 n'a pas de rapport avec Keynes. Mais surtout, maintenant si on rentre un tout petit peu dans les questions de détail, il y a des désaccords énormes entre la vision keynésienne des choses et la vision de Roosevelt. Il y a d'abord un désaccord central sur la question du budget. Roosevelt est quelqu'un qui considère qu'on ne peut pas laisser filer la dette. C'est quelqu'un qui considère qu'un budget doit être tenu. Keynes, pas du tout. Keynes ne s'intéresse pas au contrôle de la dette et il ne s'intéresse pas à l'idée d'un budget en équilibre. On ne sait pas si c'est apocryphe ou pas, mais c'est extrêmement connu. Vous savez tous la fameuse phrase qu'on prête à Keynes quand on lui dit « mais enfin, à force de dépenser comme ça, vous allez créer des dettes et des problèmes ». Et puis Keynes aurait répondu « oui, mais demain, on sera tous morts ». Bon, peut-être que c'est apocryphe, peu importe, mais en fait, ça résume très bien l'esprit de Keynes. C'est-à-dire, le problème de demain n'est pas notre problème. Donc la question d'une bonne gestion pensée à long terme n'est pas le problème de Keynes. En revanche, Roosevelt, si. Ne serait-ce que parce qu'il doit être réélu. Un autre élément sur lequel la différence est majeure, c'est que les emplois que crée le New Deal, on le sait, puisque ce sont des emplois liés à des agences publiques, ce sont des emplois publics pour l'essentiel, liés à des commandes circonstancielles de grands travaux. Tandis que Keynes, quand on lit la théorie générale, veut une relance, mais dans le but de créer des emplois privés. Keynes n'est pas du tout favorable au fait de créer des emplois publics. Et puis un autre élément, également qui est assez majeur, c'est que la vision de Keynes, elle est court-termiste. C'est une vision qui ne considère pas, comme je le disais avec la fameuse phrase peut-être apocryphe sur l'avenir, il ne s'intéresse pas au fait de structurer l'avenir. Tandis que Roosevelt, si. C'est tout le paradoxe compliqué à comprendre du New Deal, c'est que d'un côté, c'est une politique par atout où on s'adapte en permanence à des situations, mais en même temps, il y a la volonté de structurer l'avenir. Et par exemple, on va voir ça tout à l'heure, l'un des moyens pour Roosevelt de structurer l'avenir, eh bien, c'est de créer des organisations. C'est de créer des organisations stables, c'est de créer un cadre organisationnel pérenne, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Exemple typique, qui est très très souvent cité, Keynes, dans le cadre des États-Unis, crée de manière pérenne une sécurité sociale et crée 2 organisations de régulation des banques et de la bourse, qui sont destinées à structurer fondamentalement le cadre monétaire et les assurances sociales. Bon, c'est quelque chose auquel Keynes ne s'intéresse pas. Là, ce sont des différences fondamentales. Donc, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que l'échec du New Deal, pour tout économiste en 1938, ce n'est pas l'échec de Keynes, puisque le New Deal n'est pas l'application du keynésianisme. Donc en fait, quand on parle d'une troisième voie, pour tous ceux qui considèrent que le New Deal a échoué, eh bien, cette troisième voie, en réalité, en 1938, ce n'est plus le New Deal, c'est l'application du keynésianisme. D'accord ? Et encore une fois, ce sont 2 choses assez différentes. Voilà le contexte dans lequel le colloque Lippmann s'installe. Alors maintenant, regardons le texte 8, qui est en fait un extrait du texte d'ouverture d'un personnage assez étonnant qui est Louis Rougier. Peut-être parmi vous, certains le connaissent-ils, personnage très bizarre, païen, anti-chrétien, anti-gaulliste, libéral, mais d'une manière assez déroutante. Mais en tout cas, l'intérêt de son texte d'ouverture, c'est de montrer exactement les objectifs. Alors là, je le lis, ce texte 8. Il est reproduit
dans le livre de Serge Audier. Le signataire d'un de ces livres, qui est celui de ces lignes, prit l'initiative de réunir ces différents auteurs, leurs collègues et leurs amis autour d'une table de discussion, en vue de réviser le procès du capitalisme et de chercher à définir la doctrine, les conditions de réalisation, les tâches nouvelles d'un libéralisme véritable. Telle fut l'origine du colloque Walter Lippmann qui se tint à Paris, à l'Institut international de coopération intellectuelle du 26 au 30 août 38. Chacun se savait à la veille d'événements dramatiques où elle laisse jouer la paix des peuples et le sort de l'Europe. Chacun était impatient d'engager sa part de responsabilité dans l'œuvre commune de redressement qui s'imposait. Ce fut, sans solennité inopportune, vraiment une assemblée d'hommes de bonne foi, d'hommes de bien et d'hommes libres, convaincus, et c'est ça qui compte, que la chance suprême était dans le retour au libéralisme bien compris, seul susceptible d'assurer l'amélioration du niveau de vie des masses, la pacification des peuples, les franchises de la pensée et l'honneur de l'esprit humain. Bon, ce texte date de 1938, c'est-à-dire les actes du colloque ont été édités quelques mois après le colloque lui-même. Ça a été très rapide. Alors si vous regardez bien ce texte, on comprend assez vite ce que Rougier veut dire. Il veut dire d'abord il y a un libéralisme qui est mal compris et qui se fait passer pour le vrai libéralisme. Donc il y a une sorte d'usurpation du libéralisme, d'un libéralisme qui porte mal son nom. Et par conséquent, le but du colloque, dit Rougier, c'est pas d'inventer un libéralisme inédit, c'est de retrouver les formes réelles d'origine du libéralisme. Donc les formes non dénaturées par l'espèce de faux libéralisme qui s'est imposé. Bon, c'est un peu la réforme protestante, quoi. Le christianisme a été dénaturé par la théologie chrétienne, catholique, donc il faut retrouver le christianisme originel. Alors, la question qui se pose au colloque Lippmann, c'est qu'est-ce qui a corrompu le libéralisme? Qu'est-ce qui a dénaturé le libéralisme? Et en fait, à cette question-là, les gens ne s'accordent pas. C'est-à-dire les membres du colloque ne sont pas d'accord entre eux. Cela dit, il y a quand même une réponse qui, du point de vue quantitatif, est majoritaire. La réponse la plus fréquente, c'est le libre-échangisme. Ce que Maurice Allais appellera plus tard le laisser-fairisme. Le laisser-fairisme. Allais qui était membre de la Société du Mont Pèlerin d'ailleurs, mais qu'en est parti. Donc, la première réponse, qu'est-ce qui a dénaturé le libéralisme? C'est le laisser-fairisme, laisser faire, laisser passer. En gros, pour aller vite, le libéralisme de Manchester, autour de Cobden, autour de Wright, je vous ai mis dans les noms, si vous les connaissez mal, qui ils sont et pourquoi ils sont associés au libéralisme de Manchester. C'est vraiment, si vous voulez, une théorie du libre-échange intégral, purement économique. Et c'est la réponse majoritaire, mais c'est pas la réponse exclusive, ni la réponse unanime. Deuxième réponse. Alors ça, c'est fascinant parce que je pense que ça permet de comprendre beaucoup de points dans l'Union européenne. Deuxième réponse, c'est la réponse des Allemands. Rustov, Röpke, inspiré par des gens comme Eucken notamment. Le problème du libéralisme, ce sont les monopoles. Les monopoles, c'est le diable. C'est-à-dire, ils constatent que si le capitalisme et le libéralisme sont laissés à eux-mêmes, eh bien en fait, ça conduit mécaniquement à des entreprises victorieuses qui finissent par éradiquer leurs concurrentes et qui par conséquent finissent par devenir monopolistiques. Et le monopole, c'est, si j'ose dire, la dénaturation fondamentale du libéralisme. Parce que le libéralisme est fondé sur la concurrence. Donc en fait, les auteurs allemands, qui vont être à la base de l'ordolibéralisme, disent en gros la chose suivante. Le marché laissé à lui-même conduit à des situations antilibérales parce que monopolistiques. Donc il faut encadrer le marché, au moins par l'outil du droit, de telle sorte que le droit rende impossible la formation de monopoles. Vous comprenez que c'est évidemment un élément essentiel, notamment pour des problèmes très actuels de l'énergie, notamment. Le refus crucial que le marché conduise à des cadres monopolistiques, c'est le cœur de la pensée allemande. Alors, je la caricature parce qu'en fait, elle est plus riche que cela. Les auteurs allemands sont tous protestants dans l'ordolibéralisme, et ils sont des protestants assumés avec l'idée qu'il faut aussi, en plus d'une réflexion économique, une réflexion sur la vie sociale, sur la vie morale, sur ce que signifie vivre en commun, sur ce que signifie vivre en ville, à la différence de vivre à la campagne. Röpke, par exemple, est un
grand défenseur de la vie campagnarde et un grand accusateur des villes. Donc il y a toute une réflexion aussi sur les modifications des modes de vie, qui est d'inspiration protestante, en tout cas d'inspiration chrétienne et religieuse, et qui considère qu'on ne peut pas réduire les questions du marché à des questions d'économie. Le marché, en fait, entraîne des effets qui vont bien au-delà des questions économiques, et donc c'est réducteur de ne voir que l'aspect économique au sein du marché. Troisième réponse qui va être apportée, en gros, pour aller très vite, mais je caricature, c'est la réponse qu'on peut qualifier d'autrichienne, celle, pour le plus connu, d'Hayek, celle aussi, jusqu'à un certain point, de Ludwig von Mises. Mises étant l'un des maîtres d'Hayek. Alors, elle est assez technique, et donc je vais simplement la mentionner, je ne la développerai pas. Le drame, aux yeux d'Hayek, c'est que le libéralisme a été contaminé par l'utilitarisme. Pour le dire simplement, il a été contaminé par les Anglais, en l'occurrence par Mill, par Stuart Mill et par Bentham. Or, aux yeux d'Hayek, l'utilitarisme n'a rien à voir avec le libéralisme, c'est une dégénérescence de la pensée, et donc, malheureusement, les gens pratiquent un amalgame entre les deux et croient que des gens comme Mill sont libéraux. Donc Hayek considère que si le libéralisme a été dénaturé, c'est par l'influence utilitariste délétère. L'utilitarisme, à mes yeux, c'est peut-être la question la plus fondamentale du point de vue intellectuel depuis le 19e. Je pense qu'il n'y a pas plus importante comme théorie que l'utilitarisme, et je pense qu'Hayek a raison. C'est-à-dire, je pense que c'est lui qui a compris qu'en fait l'utilitarisme, c'est le loup dans la bergerie. Ça n'est pas du tout une théorie libérale, pour des raisons qu'Hayek a très bien expliquées, mais je ne peux pas les développer ici, j'en avais très brièvement parlé la dernière fois. Donc si vous regardez un peu les grandes réponses qui ont été apportées, vous voyez qu'il n'y a pas d'unité. Certains disent, il faut abandonner le laisser-faire, il faut abandonner l'école de Manchester, c'est eux qui ont corrompu le libéralisme. Les ordo-libéraux disent oui, bon, d'accord, mais surtout, lutte contre les monopoles, lutte contre les cartels, ce sont eux les problèmes. Il faut rendre possible la concurrence et il faut que le droit soit l'outil de garantie de la concurrence. Les Autrichiens, les monopoles ne les traumatisent pas spécialement dès lors qu'ils sont issus du libre jeu du marché. Ce qui est traumatisé, c'est si le monopole est soutenu par l'État. Mais s'ils sont simplement, spontanément issus du marché, ça ne les dérange pas spécialement. Et puis, vous en avez aussi qui vont dire, un peu dans l'optique de Röpke, ou dans l'optique de quelqu'un qui est pas très très bien connu, mais qui est un Français important, qui est Frédéric Leplay, et tous ceux qui vont vous dire, oui, mais non, mais les Allemands ont quand même raison, il faut penser les effets non économiques du marché, il faut penser l'atomisation de la vie à cause du marché, et il faut réhabiliter des formes sociales, par exemple des corporations. Vous avez au cœur du colloque Lippmann la question de la corporation qui revient. Pourquoi faudrait-il être anticorporatiste ? Après tout, les corporations sont des éléments qui permettent de retrouver un lien social. Et vous allez avoir des auteurs dits néolibéraux qui vont défendre les corporations. Chose amusante, je vous ai présenté les choses de manière un peu, disons, nationale. Si on regarde les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français au colloque Lippmann, ce qui est sidérant, c'est l'absence totale d'unité des Français. Je vous donne quelques noms parmi les plus importants. Au colloque Lippmann, vous avez des socialistes purs et durs de la SFIO qui soutiennent Léon Blum, etc., comme Marjolin. Alors retenez bien ce nom parce qu'on va le retrouver. Marjolin, socialiste. On a des antisocialistes absolus comme Jacques Rueff, très connu notamment pour le plan Rueff. On a des gens qui sont d'abord et avant tout des païens militants, comme Louis Rougier, qui est d'abord et avant tout connu pour ses écrits contre l'Église catholique. On a du grand patronat de gauche, comme De Toeuf. Donc l'équipe française est profondément éclatée. Et alors, le nec plus ultra, c'est Raymond Aron. Raymond Aron, en 1938, n'est pas participant au colloque Lippmann, mais il est là. Il est présent en tant qu'observateur. Juste pour que vous compreniez la complexité de la situation, à quelques jours du colloque Lippmann, Aron soutient sa thèse de doctorat. On sait, grâce à Gaston Berger, quelle a été la première phrase de sa soutenance de thèse. Pourquoi suis-je socialiste ? Et toute sa thèse est un développement analytique expliquant pourquoi il est socialiste en 1938. Donc Aron, en 1938, c'est un socialiste anti-Front populaire, considérant que les faits sont là, le Front populaire a conduit à une catastrophe, mais il se dit encore socialiste. Donc en fait, il est assez proche, au moins sur le plan théorique, de quelqu'un comme Marjolin, en 1938. Ça changera évidemment après la guerre. Alors, est-ce que malgré tout ça, malgré tous ces désaccords, on peut trouver une certaine unité entre tous les auteurs qui sont là au colloque Lippmann ? Alors, je pense qu'il y a 3 points sur lesquels on peut trouver des convergences.
Premièrement, c'est Thomas Bibrecher là-dessus qui a très bien analysé les choses. Le dénominateur commun, c'est le refus, même pour les socialistes, du collectivisme. Tous sont anti-collectivistes. Tous veulent maintenir un certain degré de propriété privée et maintenir jusqu'à un certain point une économie de marché. Deuxième point commun, tous, il n'y a pas d'exception, sont anti-protectionnistes. Il y a une unanimité contre le protectionnisme et tous sont antinationalistes. Tous. Donc ils sont en accord sur des refus. Ils refusent le protectionnisme, ils refusent le nationalisme, et tout ça, évidemment, pour ceux qui ont en tête un petit peu l'histoire de l'économie, ça va désigner une figure honnie, un Allemand, qui était nationaliste et protectionniste, qui est la grande figure du nationalisme protectionniste, qui est Friedrich List. L-I-S-T. Je vous ai mis son nom avec sa fonction sur la feuille. Fondateur, enfin plutôt théoricien du système national d'économie politique. C'est un livre très ambigu, hein, si vous le lisez. Ça a l'air très protectionniste, puis à la fin on comprend que le protectionnisme est destiné à favoriser le libre-échange. Bon, c'est un texte bizarre. Mais, n'empêche, tout le monde est vent debout contre cette figure-là. Pour ceux que cela amuserait, je vous recommande le texte numéro 9, qui est un texte de Röpke, je crois. Le texte de Röpke critique explicitement le nom de List. Donc voilà le deuxième point commun. Et puis, troisième point commun, et c'est là où on voit à quel point parfois on comprend mal les choses, eh bien, c'est qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'il est hors de question que le marché fonctionne seul. Être un néolibéral en 38, c'est dire qu'il faut un encadrement au marché. Parce que le marché seul, soit c'est le laisser-fairisme de l'école de Manchester, soit ce sont les monopoles, et ça, c'est absolument insupportable. Donc, tous vont dire il faut encadrer le marché. Alors, ils ne vont pas être d'accord sur ce que signifie encadrer le marché. Par exemple, Hayek ou Mises vont dire encadrer le marché, ça veut dire sanctuariser par le droit la propriété privée et le droit des contrats. Un contrat doit être respecté. C'est le seul moyen pour qu'une confiance entre agents soit possible. C'est ça que ça veut dire encadrer. C'est sanctuariser la propriété privée, sanctuariser le respect des contrats. Pour un ordo-libéral, pour aller vite un allemand, ça veut dire autre chose. Ça veut dire rendre impossible un monopole. Donc créer un système juridique qui va encadrer le marché de telle manière que les monopoles soient interdits et de toute façon impossibles. Et puis, ça va aussi être toujours dans le cadre ordo-libéral, un moyen de penser des institutions pour que la société ne soit pas, si je puis dire, atomisée par le marché. Il y a toute une réflexion sur le lien social dans la pensée ordo-libérale. Et puis, il y a un accord aussi unanime sur le fait que le marché crée de la misère, s'il est laissé à lui seul, et que par conséquent, il faut penser des systèmes de compensation. Une chose que peu de gens savent, qui est le concepteur premier du SMIC? C'est Hayek. Et oui, le salaire minimum, c'est un produit conceptuel d'Hayek, parce qu'il reconnaît que le jeu du marché crée de fait des perdants. Alors, les perdants ne sont pas des gens qui ne méritent pas de perdre, par contre, ils méritent quand même de vivre. Donc il faut penser des systèmes de compensation, et donc le concepteur dans l'ordre chronologique numéro 1 d'un salaire minimal, c'est Hayek. Alors je vous ai mis une synthèse de Catherine Audard à nouveau, qui une fois de plus est excellente pour comprendre exactement ce qui s'est dit. Je vous le dis. Texte 10, donc l'agenda de la rencontre. La défense morale et politique de la démocratie libérale contre les menaces conjuguées des totalitarismes et de l'interventionnisme étatique se traduit par des mots d'ordre qui affirment le rôle central du mécanisme des prix, ça c'est pour Hayek et Mises, le rôle de l'État pour garantir la propriété privée et la liberté des contrats, toujours Hayek, mais aussi pour financer la défense nationale, les assurances sociales, les services sociaux, l'enseignement et la recherche scientifique. Là, les Allemands et les Français sont contents. Il dessine ainsi les contours, selon Jacques Rueff, citation de Rueff, d'une politique libérale de gauche qui vise à donner aux classes les plus démunies le plus de bien-être possible. Le néolibéralisme n'est donc pas à sa naissance le symbole d'une économie de marché sans régulation et sans politique sociale, bien au contraire. Donc voilà ce que c'est que le colloque Lippmann et les intentions qui y ont présidé. Deuxième étape, qui sera beaucoup plus courte, rassurez-vous, c'est la Société du Mont Pèlerin. Donc on se transpose en 1947, en Suisse, à Vevey, qui est co-créé par Hayek d'un côté, autrichien, et Wilhelm Röpke,
de l'autre allemand. Röpke sera président de la société de 61 à 62. Alors, quel est l'enjeu de cette création de la Société du Mont Pèlerin? Il y en a deux. Il y en a un qui est purement théorique et un autre qui est circonstanciel. Je commence par le plan théorique parce que c'est sans doute de loin le plus compliqué. En gros, si vous avez compris le colloque Lippmann, vous avez compris que au 1er septembre 1938, personne n'a compris ce qu'était le néolibéralisme. Chacun rentre chez soi, chacun se dit finalement on a débattu, à la fin du colloque, si vous lisez les actes, Rustov, un Allemand, dit finalement nous sommes tous en désaccord, nous ne valorisons pas exactement les mêmes choses. Et c'est pas tellement un constat d'échec, ils sont heureux de s'être rencontrés, mais ils voient quand même que sur des plans fondamentaux, ils sont en désaccord. Donc la volonté du Mont Pèlerin, c'est d'abord de dire mais voici ce que ça veut dire concrètement que d'être néolibéral. C'est de clarifier, donc de donner un cadre doctrinal qui serait enfin clair. Je vous ai mis l'allocution d'ouverture d'Hayek au colloque. Très intéressante, parce qu'on comprend très bien le problème. Voici ce que dit Hayek, dans le texte 11. Il me semble que des tentatives efficaces pour élaborer les principes généraux d'un ordre libéral ne sont possibles qu'au sein d'un groupe de personnes en accord sur les fondamentaux. Ce qui n'était pas le cas en 1938. Et parmi lesquels certaines conceptions de base ne sont pas remises en question à chaque étape. Actuellement, non seulement le nombre de ceux qui s'accordent sur ce que me semble être les principes libéraux de base est réduit, dans quelque pays que ce soit, mais la tâche est très considérable et il est nécessaire d'attirer des individus à l'expérience aussi grande et aussi variée que possible. Bon, il faut clarifier, il faut donner un cadre doctrinal clair. Et la première chose à clarifier, et c'est pour ça que je l'ai mentionné tout à l'heure, parce qu'elle est cruciale, c'est de savoir si le néolibéralisme doit être conçu dans sa version allemande ou dans sa version autrichienne. Autrement dit, est-ce que la question des monopoles est le cœur du problème du marché? Pour le dire de manière encore plus fondamentale, est-ce que la concurrence est un élément structurant du marché? Un Allemand vous dirait oui, un Autrichien vous dirait pas forcément. Et c'est fondamental, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire la concurrence? Ça veut dire la pluralité des agents. Ça veut dire la possibilité d'avoir la pluralité d'agents produisant un même service. Donc en fait, ça détermine une très grande partie des marchés, notamment dans les secteurs stratégiques. Et donc, dans le texte 12, toujours tiré de l'ouverture du colloque, Hayek, conscient du problème, dit « Parmi les sujets dont j'ai suggéré l'étude systématique par cette assemblée, et que la plupart des présents semblent avoir approuvé, le premier est la relation entre ce que nous appelons libre entreprise et un ordre véritablement concurrentiel. Il me semble que c'est le problème le plus ample et d'une certaine manière le plus important. Et j'espère qu'une partie significative de nos débats sera consacrée à son exploration. C'est le domaine pour lequel il est le plus important que nous soyons au clair avec nous-mêmes et que nous arrivions à un accord sur le genre de programme de politique économique que nous souhaitons voir généralement accepté. Bon. Alors, pourquoi est-ce que c'est en fait le problème le plus important? Parce que ce qu'il y a derrière la question de la concurrence, et ce qui n'est jamais bien dit, notamment dans le discours médiatique, c'est pas la sacralisation de la concurrence, d'un point de vue libéral. C'est l'intervention de l'État. Pourquoi? Parce que si vous avez un mécanisme de marché qui conduit par lui-même, j'insiste, par lui-même, à donner soit le monopole à une entreprise, soit à créer une concentration, eh bien, pour un libéral au sens d'Hayek, il n'y a rien à redire. Mais si vous dites, il ne faut pas de monopole, eh bien, ça veut dire que l'État est aussitôt habilité à intervenir sur le marché et à expliquer qu'une situation produite par le marché ne devrait pas advenir. Et donc, l'État, si vous êtes contre les monopoles, est aussitôt habilité d'un pouvoir considérable il n'y a pas d'autre terme, d'interventionnisme sur un résultat spontané du marché. Donc il est évident qu'un Autrichien, quelqu'un comme Hayek, ne peut pas accepter la vision ordolibérale. Parce que ça revient à dire, bah oui, vous êtes favorable à un État interventionniste, au nom de quoi l'État serait-il habilité à rendre impossible un monopole, dès lors que le monopole est sainement issu de la concurrence, et il y a des situations paradoxales où la concurrence met fin à la concurrence.
Donc c'est un enjeu fondamental de rôle de l'État en tant qu'il serait habilité, moralement et juridiquement, à interdire le monopole. Et d'ailleurs, quand vous lisez Hayek, partout, Hayek dit du moment que le monopole est issu d'un jeu spontané du marché, il n'y a pas de raison particulière de le refuser. Je vous ai mis ça par exemple dans le texte 13, j'aurais pu en mettre plein, mais dans le texte 13, il explique ça très bien. Et je vous ai mis un texte d'un commentateur, Maurice Lagueux, qui résume très très bien, là aussi, le débat entre, d'un côté, les ordo-libéraux et de l'autre, des gens comme Hayek ou Friedman. Donc, je répète le point, parce qu'il faut vraiment bien intégrer le refus des monopoles, du point de vue autrichien, du point de vue d'Hayek, ça revient à dire qu'on est pour un interventionnisme d'État venant perturber le marché en interdisant un résultat spontané du marché. Au nom de quoi l'État serait-il habilité à le faire? C'est ce que conteste Hayek. Donc, je conclus par rapport à ça. La sacralisation de la concurrence, ce n'est pas le néolibéralisme. C'est la version ordo-libérale du néolibéralisme. C'est en gros la version allemande. Mais les Autrichiens sont contre. Les Français sont très partagés. Vous voyez? Donc, quand on dit le néolibéralisme favorise une concurrence, sacralise la concurrence, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai d'Hayek, ce n'est certainement pas vrai de Friedman, ce n'est pas vrai de Mises. C'est vrai des Allemands. Et l'enjeu, encore une fois, c'est le rôle interventionniste de l'État. Donc ça, c'était la question, disons, théorique. Maintenant, la question contextuelle. En 47. En 47, évidemment, la guerre a eu lieu, mais surtout, on est 3 ans après les accords de Bretton Woods, après les grands accords monétaires. Et c'est un fait fort connu, les accords de Bretton Woods sont un triomphe de la pensée de Keynes. Keynes avait été un peu frustré par le New Deal, mais à quelques exceptions près, les accords monétaires de Bretton Woods le ravissent puisqu'il en est l'acteur. Donc en 47, le contexte consiste à dire, nous, néolibéraux, nous avons tout perdu. Tout. Les grandes organisations qui se mettent en place sont produites par des esprits keynésiens que nous, Autrichiens, et puis jusqu'à un certain point que nous, Allemands, avons combattu. Donc le contexte, c'est de réagir à l'hégémonie keynésienne qui va se retrouver dans les grandes institutions internationales. Concrètement, il faut être très clair, la pensée néolibérale prise dans son sens autrichien et même allemand n'a aucune influence pendant 25 ans. Pendant 25 ans, elle est dans les limbes. Elle n'a aucune influence. Sauf que durant ces 25 années-là, si vous prenez de 38 pour aller vite 65-70, ce sont les années où se met en place le mondialisme. C'est dans ces années-là que toutes les organisations internationales se mettent en place. Bretton Woods, le GATT, l'OCDE. Donc, dans les années où le néolibéralisme est moribond du point de vue de sa force institutionnelle, se mettent en place des organisations auxquelles le néolibéralisme est strictement étranger. Donc, j'en viens à ma seconde partie, qui sera purement factuelle. Qui a mis en place l'ordre international à partir de Bretton Woods? C'est-à-dire, qui intellectuellement, j'entends, hein, bien sûr. Alors, je vais commencer par 44, bien sûr, avec les accords monétaires de Bretton Woods, qui mettent en place, le fait est très connu, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, sur une base très célèbre de pensée, disons, keynésienne. Le but étant très explicite, c'est d'éviter de refaire des accords bilatéraux entre nations, entre deux nations, ou de mettre en place des traités temporaires au profit d'un cadre qui serait international et qui serait durable. Et par ailleurs, chose capitale, il y a un refus du laisser-faire en matière monétaire. Il faut que tout ce qui concerne la monnaie, désormais, soit encadré, et pour le dire même avec le mot exact, organisé. Alors, si on était tatillon, on pourrait dire, oui, mais dans les accords de Bretton Woods, White, le fameux auteur du plan White, a contrarié Keynes, puisque vous savez que Keynes, voulant éviter l'hégémonie américaine, ne voulait pas que le dollar soit la monnaie étalon, et donc il avait conçu une monnaie complètement artificielle, créée de toutes pièces qui était le Bancor, et White, qui défendait des intérêts américains, a réussi à faire capoter ça, et il a permis au dollar de servir de monnaie internationale de change. Donc Keynes a été frustré là-dessus. Mais sur tout le reste,
sur la nature des institutions, sur la nécessité d'organiser les questions monétaires. Tout cela, c'est le triomphe de la pensée keynésienne. Et donc, pour être clair, le FMI, la Banque mondiale, qui sont quand même les piliers monétaires de ce que l'on peut appeler le mondialisme monétaire, ce sont des organisations keynésiennes où le néolibéralisme n'a aucune part. Aucune. White, je vous invite à lire, si vous ne le connaissez pas, qui il est intellectuellement. C'est un admirateur de l'Union soviétique qui a demandé une bourse d'études pour aller admirer les effets de la planification en URSS, pour étudier le Gosplan. Et évidemment, c'est quelqu'un qui a été très favorable à une ouverture expansionniste du crédit pour des raisons qu'on verra un tout petit peu plus tard. Donc ça, c'est 44. 47, la même année que la Société du Mont Pèlerin, apparaît le GATT, donc l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui est l'ancêtre de l'OMC, mais qui n'est pas de même nature que l'OMC. Pourquoi ? Parce que le GATT, comme son nom l'indique, ce n'est pas une organisation. C'est un cadre qui permet des accords. Mais ça n'est pas une organisation, c'est-à-dire le GATT ne vise pas intentionnellement un but précis. Alors qu'une organisation, son principe, c'est le cœur du problème, vise un but précis. Le GATT permet simplement des accords grâce à un cadre précis juridiquement. Question, qui, intellectuellement parlant, est le concepteur du GATT ? Il y en a beaucoup, mais en fait, si on réduit à l'essentiel, on tombe sur quelqu'un de très célèbre, qui est Cordell Hull, américain, mort en 55, démocrate, enfin pilier de la vie démocrate américaine. C'est quelqu'un de très connu parce que si vous vous intéressez aux questions fiscales, Cordell Hull, c'est celui qui a imposé l'impôt sur le revenu en 1913 aux États-Unis. Vous savez, dans les circonstances des fêtes de Noël de la fin décembre 1913, la date a été très controversée puisque ça a été fait à un moment où le Congrès n'était pas attentif à ce qui se passait. L'impôt sur le revenu, je fais une mini digression, mais en fait, elle est liée conceptuellement à ce dont nous parlons. Pour un libéral, c'est pas quelque chose de souhaitable. Parce que l'impôt sur le revenu n'est possible qu'à partir du moment où vous admettez que l'État soit légitime pour contrôler les revenus. Donc vous transformez l'État en autorité de contrôle. Donc concevoir l'impôt sur le revenu, c'est en fait avoir une conception de l'État. C'est avoir la conception de l'État comme centralisation de données autorisée à contrôler des revenus de particuliers, privés ou de revenus d'entreprises. Ça ne va absolument pas de soi. La preuve, c'est que ça n'a quasiment jamais été fait avant le XXe siècle. Première fois que c'est proposé, c'est dans le manifeste du Parti communiste. Donc, c'est pas rien aux États-Unis de mettre en place l'impôt sur le revenu. Et c'est Cordell Hull qui fait cela. Cordell Hull, par ailleurs, c'est un personnage qui est très célèbre parce que ça a été le plus long secrétaire d'État américain. Parce que fatalement, comme Roosevelt, vous le savez, a été élu plus que 2 fois, eh bien, comme il a gardé certains secrétaires, eh bien, son secrétaire d'État, qui est resté tout le temps auprès de lui, c'est Cordell Hull. Donc c'est le plus long secrétaire d'État américain, plus de 11 ans. C'est quelqu'un qui déteste le protectionnisme, vraiment encore plus qu'un néolibéral classique, et qui, au fond, concevait le drame de la Seconde Guerre mondiale comme étant consécutif aux droits de douane. Bon, il considérait que ça avait généré une situation guerrière. Pour nos amis gaullistes, Cordell Hull vous est peut-être familier parce que vous savez que c'est lui qui avait généré le drame de Saint-Pierre et Miquelon. Il y a eu un drame assez peu anecdotique du reste. Il y a eu une crise lorsque Saint-Pierre et Miquelon a rejoint la France libre. Cordell Hull s'y est catégoriquement opposé et il est devenu anti-gaulliste convaincu, à telle enseigne qu'il s'est mis à insulter De Gaulle. Il l'a appelé le pseudo-français. Et Churchill a dû intervenir pour calmer Cordell Hull. Donc c'est quelqu'un aussi qui est profondément hostile à De Gaulle. Du reste, je ne sais pas si vous le savez, mais De Gaulle en 63 a tenté de quitter le GATT. Et puis, à la fin 63, il a réintégré les accords pour des raisons que j'ai pas le temps de développer. Donc le GATT, c'est une situation un peu similaire aux accords de Bretton Woods. Ça vient de l'administration, disons, américaine démocrate. C'est d'inspiration, en gros, keynésienne pour aller très vite. Ça n'a rien à voir avec le néolibéralisme, quoique ça ne soit pas une organisation. On va voir que les néolibéraux détestent la notion même d'organisation. Autre organisation très intéressante dont on parle peu, mais qui est en fait fascinante, c'est l'OCDE. Organisation de coopération et de développement économique. Alors l'OCDE, au sens strict, ça date de 1961.
Mais l'OCDE, qu'on voit toujours comme un principe international d'éducation, en fait, c'est une refonte d'un accord entre les pays européens qui avaient accepté le plan Marshall. En clair, l'OCDE, c'est la nouvelle version de l'OECE, qui était l'Organisation européenne pour la coopération économique, créée à partir de l'acceptation du plan Marshall, donc de 1948. Et le but de l'OCE, dans sa charte, est très simple, c'était de parvenir à une fédération européenne. Et évidemment, les Britanniques n'en voulaient pas. Quand vous regardez un peu qui était derrière tout ça, évidemment, il y avait Jean Monnet. Alors pourquoi l'OECE est-elle devenue l'OCDE? Alors qu'à l'origine, c'est simplement un phénomène européen. Eh bien parce que les États-Unis et le Canada ont souhaité l'élargir à des pays non européens. Et donc, c'est là, vous allez voir, où on retrouve des personnages dont j'ai eu besoin de parler tout à l'heure. Le secrétaire de l'OECE de 48 à 55, qui est-ce? C'est Robert Marjolin, l'un des membres du colloque Lippmann, socialiste, SFIO, qui va être embauché par Bloom en 36 et qui est secrétaire au plan de Jean Monnet en 45. Donc Marjolin, c'est une des figures du planisme, c'est-à-dire de la planification concertée, à la française. Et il sera d'ailleurs vice-président de la Commission européenne de 58 à 67. Donc Marjolin va fort naturellement faire évoluer le cadre européen de l'OECE vers un cadre beaucoup plus mondial de l'OCDE, le tout évidemment avec une vision qu'on peut qualifier de planiste, c'est-à-dire avec des intentions planificatrices en matière d'éducation, en matière d'économie, en matière d'échanges commerciaux. De manière très significative du reste, le premier président de l'OCDE, c'est Thorkild Christensen, et Thorkild Christensen, c'est la figure centrale du parti de gauche danois, le parti qui s'appelait Venstre, qui signifie la gauche. Donc on confie à des planificateurs, évidemment, ce type d'institution. Donc l'OCDE, ce que je veux dire par là, c'est que c'est évidemment pas un organisme libéral. C'est un organisme issu du socialisme planiste, de Marjolin, dirigé par un socialiste danois, et qui en fait pense les choses de manière très claire. Il faut une planification macroéconomique dans tous les domaines et à l'échelle mondiale. Et qui va assurer cela? Une batterie évidemment de technocrates. Donc, associer l'OCDE dans sa fondation, à tout le moins, à des penseurs néolibéraux, c'est impossible. Et de surcroît, quand vous regardez maintenant du point de vue strictement politique qui vraiment favorise tout cela, vous retrouvez l'aile gauche systématiquement du Parti démocrate américain. Je vous donne un nom parmi d'autres, mais Dean Acheson, qui est un acteur majeur de l'OCDE, majeur des accords de Bretton Woods, Dean Acheson est l'un des acteurs centraux qui ont mis en place tout cela. Dernière institution, alors c'est un peu plus anecdotique, mais intéressant quand même, c'est Davos. Le Forum de Davos, donc fondé, vous le savez, en 1971 par Klaus Schwab, patronné aussitôt dès la première année par la Commission européenne, et qui invite donc en 71 444 dirigeants d'entreprises, je cite, pour améliorer l'état du monde. Alors Klaus Schwab, il prononce un discours d'inauguration, de bienvenue au patron, et malheureusement, ce discours est absolument introuvable, introuvable. Il n'est pas édité et il n'est pas non plus trouvable sur le net, mais on en trouve des résumés synthétiques et thématiques sur le site de Davos. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous faites une recherche de noms propres. C'est-à-dire, sous le patronage de qui Klaus Schwab a-t-il placé Davos? On est en 71. Il n'y a que 2 noms propres qu'il cite. Premier nom, Kenneth Galbraith. Galbraith, vous le connaissez sans doute, keynésien situé à la gauche du Parti démocrate, figure majeure de la défense d'une technostructure qui régulerait l'économie, d'un certain type de planisme, et Kenneth Galbraith est tellement mis à l'honneur que c'est l'invité d'honneur de la création du Forum de Davos. Galbraith, même Raymond Aron
Il y a un débat très célèbre qui a été filmé, que vous pouvez trouver sur Internet. Même Raymond Aron considère qu'il est excessif. Et vous savez combien Raymond Aron est modéré dans sa manière même d'attaquer ses adversaires. Il dit à Galbraith, non, vous êtes un planiste fou, enfin, ce que vous dites n'est pas possible économiquement. Donc même pour quelqu'un d'aussi modéré dans le libéralisme qu'Aron, Galbraith apparaît comme un excès insupportable. Deuxième auteur qui est cité, très connu également, c'est Peter Drucker. Alors, Baptiste Rapin vous en parlerez avec beaucoup plus de science que moi, mais c'est le pape du management. C'est le grand pape du management d'après-guerre, qui a écrit un certain nombre de best-sellers. Petite anecdote, Peter Drucker est le fils de Drucker, qui était un intellectuel très célèbre de l'Empire austro-hongrois. Et chez le petit Drucker, eh bien, était invité Hayek, était invité Mises. Et donc, dans l'autobiographie de Peter Drucker, il raconte son enfance où il voyait ses parents discuter avec les intellectuels de cette trempe-là. Alors, ce qui est intéressant chez Drucker, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que Drucker, c'est quelqu'un qui nous dit l'entreprise, dès lors qu'elle a un modèle organisationnel, donc en clair, dès lors qu'elle est managée, qu'elle a une forme managériale, doit être la matrice de l'institution sociale. C'est-à-dire, l'entreprise en tant qu'organisation est matricielle par rapport à l'organisation sociale, qui n'est donc pas spontanée. L'idée de Drucker, c'est de dire, pour bien comprendre la société, il faut la penser à partir de la matrice organisationnelle de l'entreprise. Donc le management, Baptiste Rapin a admirablement travaillé là-dessus, n'est pas du tout quelque chose, dans l'esprit des fondateurs, qui n'a de sens que pour l'entreprise. Ça va bien au-delà. Et le modèle managérial de l'entreprise est le modèle matriciel pour comprendre l'organisation sociale, et c'est l'une des bases de la pensée de Drucker. Donc si vous regardez bien Davos, quels sont les deux noms sous lesquels ce forum est placé, eh bien, premier nom, Galbraith, planiste, aile gauche du Parti démocrate. Drucker, deuxième nom, disons, organisation managériale comme matrice de compréhension de la société. On ne peut pas dire que ce soit là des inspirations néolibérales. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à déduire. C'est-à-dire, il n'y a plus qu'à se demander ce que les auteurs réellement néolibéraux pensent des organisations dont j'ai parlé. Allons demander aux auteurs en question du corpus, du vrai corpus néolibéral, ce qu'ils pensent concrètement de tout cela. Alors, globalement, on ne peut pas là non plus donner de réponse parfaitement unifiée. Il y a au moins un point sur lequel les désaccords sont très nets, c'est la question de l'Union européenne. Mais, néanmoins, il y a quand même des lignes de force qui vont se dessiner. Première ligne de force, c'est en gros la ligne qui a été dessinée par Ludwig von Mises, donc je vous rappelle, économiste autrichien, dès 1912, donc bien avant que ces organisations n'existent, dans un livre que je vous recommande, si vous voulez comprendre ce que c'est que l'économie néolibérale, je vous recommande de lire Théorie de la monnaie et du crédit, de Mises. C'est un très bon livre, et surtout, ça vous permet de comprendre la mentalité néolibérale. Ça permet de comprendre que pour un néolibéral, en tout cas au sens de Mises, mais en fait pour à peu près tous, le drame économique premier, c'est l'ouverture du crédit. C'est ce qu'ils appellent les politiques expansionnistes. L'expansion du crédit, c'est une hérésie pour Mises. Pourquoi ? Parce qu'en gros, quand on crée un crédit de manière artificielle, d'une part, c'est une incitation pour les États à la mauvaise gestion, puisque l'argent est facile, et d'autre part, Friedman s'en souviendra, puisque une grande partie de l'œuvre de Friedman est constituée sur ce problème-là, ça crée de l'instabilité. Ça crée une très grande instabilité, et l'instabilité, c'est un des éléments que les néolibéraux combattent. Parce que l'instabilité, ça rend impossible l'anticipation à l'échelle individuelle. Quand vous ne savez pas de quoi demain sera fait, il est impossible en tant qu'agent individuel de correctement prévoir ce que vous pouvez faire. Il n'y a plus d'anticipation possible à l'échelle individuelle. Donc, Mises, dès 1912, bien avant que ne soient créées évidemment les organisations, va s'en prendre à l'expansion du crédit, va s'en prendre aux volontés d'avoir de l'argent facile, va s'en prendre à l'idée qu'il faudrait organiser la monnaie à l'échelle mondiale, va aussi s'en prendre, ça c'est un point qui est assez méconnu, à l'idée selon laquelle il faudrait autre chose que de l'or comme étalon. Mises lance l'idée selon laquelle l'or n'est pas idéal, mais en fait, il a quand même le mérite d'être spontané. On n'a pas besoin
de la croyance artificielle dans la valeur d'une monnaie pour que l'or ait de la valeur. Il n'y a pas la dimension fiduciaire dans l'or. Donc l'or n'est pas parfait, il présente un certain nombre de limites. N'empêche, l'or est le moins mauvais des systèmes pour un système étalonné. Quand vous regardez Bretton Woods, c'est exactement l'inverse de ce que Mises demande. D'abord parce qu'on refuse de prendre l'or comme étalon, les monnaies vont s'indexer par rapport au dollar. Ensuite, parce qu'on crée des cartels de banques centrales avec des pouvoirs discrétionnaires et arbitraires. Le FMI, qui est créé en 1944, on le sait parce que Mises a écrit là-dessus, devient, en fait, je cite Mises, l'organe principal de manipulation discrétionnaire de la masse monétaire. Le FMI est exactement ce qu'il refuse. Et puis, évidemment, à partir du moment où vous facilitez le crédit pour un certain nombre d'États en difficulté, eh bien, vous créez une situation d'aide artificielle qui ne va faire que déstabiliser l'ensemble de l'économie mondiale. Bon, sans compter, un élément auquel Mises s'est très très nettement opposé, c'est que quand vous créez des armées de technocrates dans les institutions financières, la probabilité qu'ils exercent un chantage sur des nations pour imposer leur vue en échange de prêts est quasiment égale à 1. Donc, il n'y a aucune raison particulière d'admettre, quand on est néolibéral, les institutions monétaires, en tout cas internationales. Je vous recommande, si cela vous intéresse, également le livre L'action humaine, chapitre 17, paragraphe 19, où là vous avez une critique post-création. C'est 5 ans après Bretton Woods. Là, vraiment, il fait le procès des accords monétaires de Bretton Woods. Deuxième critique, alors là, je quitte Mises, ce n'est plus une critique économique, c'est une critique conceptuelle. Pour moi, c'est la critique la plus importante du point de vue philosophique. Et je pense que c'est un élément, c'est pas du tout une attaque de certains collègues, mais c'est un élément que certains collègues ne comprennent pas. Au cœur de la pensée d'Hayek et de beaucoup d'autres auteurs, il y a une différence qui est faite entre un cadre arbitral et un cadre organisationnel dont je vous parlais tout à l'heure. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, prenez une métaphore sportive, quand vous avez un arbitre qui arbitre une réunion sportive, l'arbitre n'a pas d'intérêt personnel dans la rencontre. Autrement dit, il ne vise pas un but qui lui soit propre. La seule tâche de l'arbitre, c'est de faire en sorte que les règles acceptées par tous les joueurs soient respectées. Règles qui ne favorisent personne, et surtout envers lesquelles l'arbitre est indifférent. Alors ça, si c'est un cadre arbitral à l'échelle mondiale, tous les néolibéraux sont pour. Un cadre arbitral quand la mondialisation est une réalité de fait, oui, tout le monde est pour. C'est ce que Quine Slobodian a parfaitement montré. Il faut un cadre arbitral, bien sûr, parce que l'arbitre est neutre et parce que l'arbitre n'a pas d'intérêt personnel, il n'impose pas ses fins à la situation. En revanche, il faut bien le comprendre, un cadre organisationnel, ça n'est pas la même chose. Une organisation, elle vise un but concerté. Elle a un dessein intentionnel. Et donc, elle n'est pas simplement le respect des règles de manière équitable, elle est l'imposition d'un but et des moyens pour atteindre ce but. C'est pas simplement un respect des règles du jeu. C'est l'imposition d'un but avec les moyens qui vont avec. Et c'est pour cela qu'au cœur de la pensée d'Hayek, notamment, il y a cette permanente attaque contre l'idée d'intention délibérée des organisations. Si vous dites qu'il y a une organisation du commerce, quel est le but que vise cette organisation ? Si elle se contentait de faire respecter des règles neutres, elle ne serait pas une organisation, elle serait un cadre arbitral, à la rigueur ce serait le GATT. Mais dès lors que ça devient une organisation, ça vise un but. Vous voyez ? Et donc, la question que pose Hayek, et c'est une question politique énorme, c'est qui est habilité à être l'organisateur au sein de l'organisation ? Qui est habilité à être l'organisateur ? Et 2, à quel moment la reconnaissance de l'organisation glisse-t-elle vers quelque chose de tyrannique ? Et en fait, vous connaissez sans doute tous ce petit livre qui s'appelle « La route de la servitude ». C'est ça dont parle Hayek en 1944. La route de la servitude, qui est un petit essai, qui n'est pas son œuvre majeure, mais qui est sans doute son œuvre la plus connue. Il montre
dans le dernier chapitre, que quand les institutions mondiales deviennent des organisations, elles sont mécaniquement amenées à devenir des outils tyranniques. Et comme il le dit, l'argument est d'une simplicité incroyable, mais bon, elles sont d'une tyrannie qu'on n'a jamais vue, parce qu'elles sont mondiales. C'est-à-dire l'étendue de leur pouvoir a une ampleur inédite. Donc en fait, si vous lisez La Route de la servitude, vous verrez que le dernier chapitre est une attaque en règle contre l'idée même d'organisation internationale pour les raisons que je viens de dire. Il n'en demeure pas moins que Hayek est favorable à une fédération de nations. C'est-à-dire l'approche de Hayek est fédéraliste. Mais dans son esprit, une fédération, c'est une association libre de nations, mais sans cadre organisateur. Sans cadre organisateur. Et c'est un élément central. Et je vous renvoie, j'ai pas le temps de les lire malheureusement, mais je vous renvoie aux textes 19 à 22, qui sont tirés de La Route de la servitude, où là vous voyez très clairement les attaques d'Hayek contre ce qu'il appelle, texte 20, la direction planifiée de la vie économique. Je vous lis quand même parce que c'est pas une vue de l'esprit, il faut quand même voir à quel point il est hostile. Je vous lis le texte 20. C'est dans le dernier chapitre intitulé « Les perspectives d'un ordre international ». Imaginez que la direction planifiée de la vie économique à une vaste région habitée par des peuples différents pourrait s'effectuer par des procédés démocratiques, c'est ignorer complètement les problèmes que pareil plan soulève. Il n'y a pas de démocratie à l'échelle mondiale. Le planisme à l'échelle internationale, plus encore qu'à l'échelle nationale, n'est que l'application de la force brute. Un petit groupe impose à tous les autres un standard de vie et un plan de travail qu'il estime juste. Il est exact. Regardez bien le mot qu'il emploie en allemand dans le texte. Le texte est écrit en anglais. Il est exact que cette sorte de Großraumwirtschaft, d'économie des grands espaces. Tout le monde comprend la référence, hein. Vous comprenez à quoi il compare. Conçu par les Allemands, ne peut être réalisé que par une race de seigneurs, un Herrenvolk, imposant impitoyablement ses buts et ses idées à tous les autres. La brutalité et le manque de scrupules à l'égard des désirs et des idéaux des petits peuples ne sont pas simplement une manifestation de leur méchanceté spécifique, mais découlent logiquement de la tâche qu'ils ont entreprise. Alors moi, je veux bien qu'on fasse d'Hayek un partisan des organisations internationales et du mondialisme, mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il ait écrit tout ça. Enfin, vous voyez bien, ce n'est pas compatible. Donc on ne peut pas relier Hayek à ce type d'organisation. Vous trouverez également chez Röpke des critiques assez similaires. Je vous ai mis ça dans le texte 23. Je voudrais, alors pour faire plaisir au cercle Aristote, vous lire un extrait d'un texte de Röpke qui s'appelle « Au-delà de l'offre et de la demande ». Il est traduit, il est aux belles lettres lui aussi. Au-delà de l'offre et de la demande, vous comprenez que ça veut dire au-delà du marché. Hein. Au-delà du marché. Donc voici ce qu'écrit Röpke. Je ne sais pas si j'ai tout. Oui, je l'ai. Chapitre 5, et c'est un texte qui date de 58. Je vous lis à partir du deuxième paragraphe. Sous la fausse bannière de la communauté internationale, on a vu surgir dans ce domaine un appareil de concentration industrielle, de l'agglomération, de l'uniformité et de l'économie dirigée qui, aussi bien dans le cadre de l'ONU et de ses organisations annexes qu'à l'intérieur de créations continentales du genre de la communauté européenne du charbon et de l'acier, s'octroie de plus en plus de pouvoir et assure à une bureaucratie toujours plus nombreuse privilèges, influences et revenus nets de tout impôt. Et les libéraux sont toujours attentifs à la bureaucratie et aux avantages, parce que, évidemment, ils ne sont pas dupes de la nature humaine. Ils comprennent bien que derrière les grands idéaux de fraternité internationaux, il y a des intérêts individuels de récompense, notamment par la défiscalisation. Et pour eux, ça n'est pas un élément neutre. C'est un élément majeur de défense par intérêt de ceux qui en bénéficient. À part quelques exceptions dignes d'éloge, l'utilité de cette centralisation internationale est extraordinairement disproportionnée avec son coût. Seule une minorité, etc., qui va s'amenuisant, aperçoit le caractère perfide et dangereux de cette concentration. Elle éprouve d'ailleurs, devant la bureaucratie disposant de moyens puissants pour peser sur l'opinion publique, des difficultés de plus en plus grandes à faire entendre sa voix. Il y a pire, cette centralisation internationale au nom de, entre guillemets, l'Europe, de, entre guillemets, la souveraineté supranationale, de l'harmonisation internationale, du combat contre le communisme, ou de quelque autre mot
séduisant, menace de donner le coup de grâce à ce qui reste de saine décentralisation nationale et de saine diversité internationale. Le sommet qui brille au loin est cet État-providence international dont nous avons déjà parlé, nous l'espérons de façon suffisante. Et après, vous le verrez, il s'en prend au marché commun. Donc, vous voyez, même par rapport à l'Union européenne, quelqu'un qui est un pilier de l'ordolibéralisme et qui est président de la Société du Mont Pèlerin, est plus que réservé au moins à l'égard de la CE. Autre critique que vous pouvez prendre en compte, eh bien, très étonnamment, c'est qu'un certain nombre d'auteurs dits néolibéraux reconnaissent avec les marxistes les ravages du capitalisme. C'est-à-dire, chez certains auteurs du néolibéralisme, il y a une reconnaissance du fait que le capitalisme produit de la misère, produit des effets absolument catastrophiques, et vous retrouvez une tonalité anticapitaliste chez Röpke, jusqu'à un certain point chez Rustov. Et je vous en ai mis un exemple, j'aurai pas le temps de le lire, dans le texte 26. Et Röpke a une thèse qui est très intéressante, qui consiste à dire, au fond, le capitalisme et le collectivisme, c'est la même chose à deux moments différents. C'est-à-dire, le capitalisme produit tellement de maux et tellement de misère que les gens finissent par croire que le remède au problème, c'est le collectivisme. Et donc, le collectivisme est l'enfant naturel du capitalisme. Et à cet égard, puisque Röpke est anti-collectiviste, il est aussi anticapitaliste. Et enfin, je finirai par là, c'est une critique que j'aurai pas le temps de développer, mais vous avez aussi une critique institutionnelle que vous trouvez beaucoup chez les Américains, et en particulier chez Buchanan, qui lui est plutôt un auteur des années 70-80. Buchanan, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la question du contrat, et qui se pose une question très simple par rapport aux organisations internationales, c'est qui contractuellement a accepté, d'une manière ou d'une autre, que de telles organisations acquièrent une telle puissance à l'échelle mondiale. Et donc Buchanan va mener une critique qu'on qualifie d'institutionnelle, voire d'institutionnaliste, en montrant que finalement, personne n'a contracté, à part quelques gros technocrates, pour que de telles organisations internationales existent. Donc voilà, pour prendre des figures majeures du néolibéralisme, ce qu'elles pensent du mondialisme tel qu'il existe réellement. Alors, j'en viens à la conclusion rapidement, parce que quand même, il faut répondre à la question de départ. Le néolibéralisme est-il un mondialisme? Alors, vous avez compris que la réponse doit être extrêmement nuancée. Si par néolibéralisme, vous entendez l'école autrichienne, Hayek, Mises, Schütz, ou des gens comme ça, ou même l'école de l'ordolibéralisme allemand, ou l'école de Chicago, par exemple, où se trouve Buchanan, la réponse est claire, c'est non. Le néolibéralisme ne conduit pas au mondialisme dans ce type de néolibéralisme-là, pour trois raisons. D'abord et avant tout parce que ce sont des pensées qui refusent par principe l'idée d'organisation à l'échelle nationale, et à plus forte raison à l'échelle internationale. C'est pour ça que le concept d'organisation n'est pas un détail, c'est le cœur du problème. Deuxièmement, l'encadrement du marché que tout le monde souhaite n'est pas la même chose qu'une organisation du marché, qui supposerait des décideurs et des organisateurs, et pas simplement des arbitres. Et troisièmement, la tendance majoritaire au sein du néolibéralisme, c'est le fédéralisme, et non pas l'organisation. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'une fédération, c'est une association, mais ce n'est pas une organisation avec un principe directeur unique et autoritaire. Cela, en fait, ça se comprend très très bien quand vous lisez tout simplement les hommes politiques qui explicitement se revendiquent du néolibéralisme. Je vous invite par exemple à lire les discours de Reagan en 81 et à lire à quel point il déteste la Banque mondiale, notamment le discours du 20 janvier 81. C'est une attaque en règle contre la Banque mondiale qui est tantôt inefficace, tantôt stérile, tantôt nuisible dans son discours. Et puis surtout, beaucoup plus récemment, alors, je triche un peu parce qu'il est aussi un peu libertarien, mais enfin Milei, le président argentin, si vous lisez le texte 27 de Milei, à Davos, devant les pontes de Davos, qu'est-ce qu'il dit? Voici comment il parle. Là, je le lis parce que quand même, toutes ces aberrations et d'autres encore que nous ne pouvons énumérer pour des raisons de temps, je répète, il prononce ce discours à Davos devant les membres de Davos, sont ceux qui menacent l'Occident aujourd'hui et sont malheureusement les croyances que des institutions comme celle-ci, donc le Forum de Davos, ont promues pendant 40 ans. Personne ici ne peut prétendre être innocent. Ils ont vénéré pendant des décennies une idéologie sinistre et meurtrière
comme s'il s'agissait d'un veau d'or, et on remuait ciel et terre pour l'imposer à l'humanité. Cette même organisation, il faut entendre dans la bouche de Milley, qui est tout, sauf quelqu'un qui ignore les traditions libérales, ce que ça veut dire. Cette même organisation, ainsi que les organismes supranationaux les plus influents, ont été les idéologues de cette barbarie. Les agences multilatérales de prêt en ont été un bras extorqueur et de nombreux États nationaux, mais aussi et surtout l'Union européenne, en ont été et en sont un bras armé. Ou encore, les bureaucrates de Bruxelles n'ont-ils pas suspendu les élections roumaines simplement parce qu'ils n'aimaient pas le parti qui les avait remportées? Bon, ensuite il y a une tirade contre le wokisme, mais qui est moins intéressante. Bon, tout ça pour dire que quelqu'un de cohérent comme Milley, qu'on approuve ou qu'on désapprouve son action, qui est objectivement quelqu'un qui se réclame du néolibéralisme au point d'avoir appelé ses chiens clonés du prénom de ses auteurs fétiches, donc Milton, Ludwig, Friedrich et je crois que c'est James le dernier. Voilà comment il traite les gens de Davos, en leur disant mais vous n'êtes jamais que des parasites d'organisations internationales qui sont barbares et qui introduisent une barbarie à l'échelle mondiale. Vous voyez bien. En revanche, et c'est pour ça qu'il faut être nuancé, si par néolibéralisme, on entend une des tendances qu'on observe dans le colloque Lippmann, par exemple la tendance de Marjolin. Marjolin, il est bien là au colloque Lippmann. Si donc on entend par néolibéralisme une sorte de socialisme libéral, que défendrait quelqu'un comme Marjolin, c'est-à-dire en clair, on reste dans un certain type de marché, mais on intervient, voire on planifie le marché sans pour autant détruire la propriété privée, à l'échelle mondiale, avec une organisation à l'échelle mondiale, là oui, si par néolibéralisme on entend les idées de Marjolin et de ses amis qui étaient là en 1938, oui, le néolibéralisme a quelque chose à voir avec le mondialisme. Inversement, est-ce que le mondialisme est un néolibéralisme? Alors, la réponse va être la même du point de vue symétrique, si j'ose dire. C'est-à-dire, si on entend par libéralisme, par néolibéralisme, Hayek, Mises, etc., non, pour les raisons que j'ai déjà dites. Mais si on entend par néolibéralisme, par exemple, le groupe qui était là au colloque Lippmann, organisé autour de la revue Europe Nouvelle, revue créée par Louise Weiss en 1918, qui était une pacifiste et une internationaliste et qui poussait déjà en 18 en faveur d'une Union européenne, auquel Marjolin avait souscrit. Bien oui, bien sûr. Le mondialisme est une de ces formes du néolibéralisme dont je vous parlais à l'instant, et dont on peut trouver la matrice en 18 autour de la revue Europe Nouvelle. En clair, c'est une forme de planisme à l'échelle mondiale, avec des organisations destinées à assurer cela. Bernard Lavergne, en 1938, parle d'un socialisme libéral, c'est de lui que l'expression provient. Voilà la réponse aux questions que j'avais soulevées. Et bien sûr, je serais ravi de répondre à des questions s'il y en a. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.